Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Benjamin Glaise. Et l'invité ce matin, Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées. Bonjour Jean-Christophe Combe, bienvenue sur Sud Radio. Merci. Les crèches qui inquiètent après le rapport choc de l'IGAS, vos solutions pour y mettre un terme, mais aussi le défi du grand âge et la promesse d'Emmanuel Macron à ce sujet. On va parler de tout ça dans quelques instants, mais d'abord 24 avril oblige. Aujourd'hui, c'est le premier anniversaire du second quinquennat du président Emmanuel Macron, qui reconnaît ce matin dans un entretien accordé aux Parisiens aujourd'hui en France qu'il aurait dû se mouiller un peu plus sur la réforme des retraites. Ça vous aurait aidé, vous les ministres, justement, qu'ils défendent davantage sa réforme ? Moi, ce que je retiens surtout de l'interview, c'est que j'ai lu un président de la République proche des réalités, qui parle vrai, qui a conscience des vraies difficultés des Français, de l'inflation. Il nous a parlé de l'école, il nous a parlé de la difficulté aussi de remplacement des enseignants. Et donc c'est ça, moi, que je veux retenir de l'interview, aussi des perspectives qu'il donne vis-à-vis de l'avenir, sa responsabilité vis-à-vis de l'écologie, vis-à-vis de la dette, vis-à-vis de notre jeunesse aussi. Et je pense que c'est extrêmement important. La perspective aussi, c'est de monter davantage au créneau. Vous avez besoin qu'il soit présent plus, justement, pour défendre aussi les sujets sur lesquels vous êtes ? Moi, j'ai pas l'impression qu'il ait été éloigné des sujets, qu'il n'ait pas été ancré dans cette réalité-là. Les Français aujourd'hui ont besoin de voir un président de la République peut-être plus proche, qui les écoute, qui les comprend, qui donne aussi des perspectives. Voilà, c'est le jeu aussi des institutions. Donc c'est ce qu'il fait aussi avec ce long entretien dans le Parisien. Quand on a vu ces déplacements sur le terrain en Alsace, dans l'Hérault la semaine dernière, on se dit qu'il faudra compter désormais sur des manifestations, des bruits de casseroles à chaque déplacement désormais. Alors j'espère que ça va se tasser progressivement. Ce qui est important, c'est que ça ne nous empêche pas de faire notre travail. Au contraire, ça nous oblige à encore plus de proximité, à aller au contact, à aller rencontrer les Français, les professionnels, les syndicats. Moi-même, voilà, j'ai fait quelques déplacements la semaine dernière. J'ai eu l'occasion de pouvoir les croiser. Je pense que c'est important. On est en démocratie. C'est important qu'on puisse se parler, qu'on puisse aussi se dire ce dont on a besoin pour l'avenir. Et on va avoir besoin de discuter, d'échanger, de construire, notamment avec les syndicats. Vous savez, moi, je suis ministre d'un secteur qui est en grande difficulté aujourd'hui. Imagine qu'on va parler d'attractivité des métiers. Ce plan, cette attractivité des métiers, il faut que je la construise avec les partenaires sociaux. Donc c'est important qu'on puisse retrouver un cadre de discussion pour travailler. Avec la même volonté toujours d'aller sur le terrain, de rencontrer, d'échanger, de discuter, notamment avec les partenaires sociaux, avec les syndicats. En permanence. Mais vous savez, moi c'est mon ADN. J'étais, avant d'être ministre, directeur de la Croix-Rouge française, au contact avec la réalité du terrain de façon permanente. C'est là où on constate le mieux les besoins sociaux. C'est là aussi où on trouve les solutions. Donc pour moi, c'est quelque chose de très naturel. Jean-Christophe Combe, venons-en à ce rapport choc de l'IGAS qui dénonce des cas de maltraitance systémique dans les crèches. Vous l'aviez commandé, ce rapport. Est-ce que vous avez été surpris des résultats ? Surpris, non, mais en revanche, j'ai été choqué, je pense, comme tous ceux qui l'ont lu, par un certain nombre de verbatim, de constats aussi de certaines situations très graves. Je l'ai commandé effectivement lorsque j'étais nommé ministre en juillet dernier, pour faire la lumière en fait sur le fonctionnement du secteur. Le président de la République m'a confié la mission de créer un service public de la petite enfance. L'idée, c'est, on parle beaucoup de place. Le service public, c'est quoi ? C'est de répondre aux besoins des parents de trouver une place d'accueil du jeune enfant entre 0 et 3 ans. Il manquerait 200 000 places dans notre pays. Et avec ce rapport, moi, j'ai voulu construire la jambe qualitative, c'est-à-dire se dire comment on offre à ces jeunes enfants un environnement qui soit bien traitant, qui valorise leur développement, leur éducation. Et donc, c'est ce qu'il y a dans ce rapport. On va y revenir là-dessus, mais j'imagine que pour beaucoup de parents, c'est l'inquiétude qui domine. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui placer son enfant à la crèche sans crainte ? Je voudrais quand même rassurer les parents. Ce que dit le rapport, c'est que les situations, elles sont très disparates. Vous avez à la fois des établissements, et c'est la très grande majorité, où tout se passe bien, d'autres où ça se passe moins bien. Moi, j'invite vraiment les parents à prendre le temps d'échanger avec les professionnels dans les crèches, voilà, ceux qui vont laisser leurs enfants ce matin, discuter, échanger avec eux. Puis si vous voyez un problème, eh bien, contactez le service de protection maternelle et infantile, la PMI du département, pour signaler. Qui est un service départemental, effectivement, ce que vous disiez. Voilà, qui assure le contrôle, le suivi des actes de maltraitance, etc. Pour signaler si vous considérez que vous avez une crainte sur un problème dans l'établissement de votre enfant. Et comment fait-on d'ailleurs pour avoir des garanties à ce niveau-là quand on fait la démarche justement de signaler un certain nombre de comportements pour savoir si ça a été suivi de faits justement de contrôle?
la logique veut que on suive. Moi, je tiens à ce que aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un fil rouge aussi de mon ministère, qui est là aussi pour protéger, accompagner toutes les personnes vulnérables, qu'on soit un enfant en bas âge, une personne en situation de handicap ou une personne âgée en perte d'autonomie. J'ai fait de cette question de la lutte contre la maltraitance ma priorité. L'important, c'est qu'on puisse bien repérer, signaler et suivre ces maltraitances. Ça sera les services aujourd'hui des départements notamment ont à cœur d'accompagner les familles et de leur faire un retour évidemment sur leur signalement. Vous l'avez dit, pour la petite enfance, il manquerait 10 000 professionnels aujourd'hui. Vous annoncez par ailleurs l'objectif, 200 000 recrutements d'ici la fin du quinquennat, d'ici 2030 ou d'ici 2030, c'est plutôt. Bref, comment on arrive justement à attirer, à rendre attractifs ces métiers-là? C'est quoi? C'est une question de salaire? C'est autre chose? C'est vrai que la question de la pénurie de professionnels, c'est vraiment un drame parce que c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que ceux qui restent vont avoir des conditions de travail qui vont être encore plus difficiles que si bien les établissements étaient au complet. C'est 10 000 places aujourd'hui d'accueil dans notre pays qui sont fermées faute de professionnels. C'est énorme. Et alors effectivement, il faut agir sur tout un tas de leviers. C'est les salaires. Et j'ai ouvert des négociations salariales l'automne dernier dans le secteur. Et c'est important. C'est la reconnaissance sociale aussi de ces métiers. Plus tard que la semaine dernière, j'étais dans une crèche où les auxiliaires de puériculture me disent mais on comprend pas, il y a 15 ans, on se battait pour devenir auxiliaire de puériculture, pour travailler dans une crèche, etc. Aujourd'hui, c'est des métiers qui sont à la peine. Il faut qu'on redonne envie aux jeunes de les exercer. Il faut qu'on travaille sur la qualité de vie au travail, sur les carrières, sur la prévention aussi de la pénibilité. Vous savez, c'est difficile aussi d'être accroupi toute la journée, porter des enfants, etc. Donc ça se travaille et c'est tout ça qu'on va aborder dans les mois qui viennent. Vous avez déjà des pistes concrètes financièrement, vous savez un petit peu ou pas? Oui, moi je me suis engagé à ce que l'État accompagne ces revalorisations salariales. La condition, c'est que les partenaires sociaux travaillent à l'élaboration d'un socle commun de droits sociaux pour le secteur. C'est-à-dire qu'on est par exemple des emplois repères, qu'on travaille dans une crèche associative, publique ou privée commerciale. On a à peu près le même niveau de salaire et les mêmes requis en termes de qualification. Et donc ils doivent travailler et l'État accompagnera pour pouvoir revaloriser les salaires dans un secteur qui n'a pas bénéficié, comme d'autres secteurs des métiers du soin et du lien, des augmentations et de la prime dite du Ségur de la santé. Bien sûr. À la rentrée prochaine, est-ce que vous avez déjà une idée du nombre de places en crèche qui vont être ouvertes ? Est-ce que vous avez un petit peu de perspective sur le court terme? Ce que j'aimerais déjà, c'est qu'on arrive à activer l'ensemble des places qui devraient l'être. Aujourd'hui, je vous dis, il y a à peu près 10 000 places qui sont fermées en crèche. Il n'y a pas que les crèches, il y a aussi les assistantes maternelles. Aujourd'hui, on ne le sait pas, mais c'est 60% de l'accueil dans notre pays qui se fait chez les assistantes maternelles, qui partent en ce moment à la retraite très rapidement. Donc, on a un enjeu de renouvellement aussi de ces professionnels pour pouvoir répondre aux besoins des parents. Et avec cette idée d'un service public du coup de la petite enfance aussi, bien sûr. Là-dessus, c'est une grande réforme que vous souhaitez mener. Les préconisations étaient attendues pour le printemps. Ça veut dire que là, c'est parti, ça commence ? Là, on va inscrire, je l'espère, prochainement, c'est-à-dire avant l'été, dans la loi, les mesures nécessaires, parce qu'en fait, il faut qu'on travaille notamment avec les collectivités, c'est les communes, les intercommunalités qui sont à la manœuvre, qu'on puisse aussi, dans le cadre des négociations qu'on conduit avec la CNAF, la Caisse nationale des allocations familiales, qui finance en fait ces places en crèche, pour aboutir, pour pouvoir là aussi, relancer une dynamique de création de places. Mais là aussi, on ne pourra pas créer de place si on n'a pas les professionnels qui vont avec et si au préalable, on ne s'est pas mis d'accord sur ce que c'était que créer un environnement qualitatif pour l'accueil des enfants. Et c'est ça pour moi qui prime et c'est ce que j'ai voulu faire avec ce rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, pouvoir travailler sur la qualité d'accueil dans les établissements. Avec cette nécessité, j'imagine, pour l'État d'être vigilant aux subventions que vous accordez, par exemple, le cas de ce père de famille qui attaque la crèche People and Baby, il accuse d'avoir fait du surbooking en acceptant 13 enfants. Alors qu'il n'y avait que 12 places, 12 lits. Comment on fait pour garantir justement qu'il n'y ait pas de sureffectif dans les crèches et quelle solution on peut apporter à cela? Il y a des règles, il faut qu'elles soient respectées et donc c'est peut-être aussi mieux agir en matière de contrôle, qu'il y en ait plus, que on les cible aussi sur certains acteurs dont on sait qu'ils ne sont pas tout à fait en accord avec la réglementation. Il faut être plus strict aussi avec eux. En tout cas, pour moi, c'est très clair. Aucune tolérance vis-à-vis
des problématiques de qualité d'accueil dans les établissements. Et j'ai toujours dit, c'est la qualité, la sécurité de nos enfants qui prime sur toute autre considération. Jean-Christophe Combe, je rappelle, un ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées sur Sud Radio, 8h28. À défaut d'avoir une loi sur le grand âge, promise par Emmanuel Macron, c'est une loi sur le bien vieillir qui a été votée alors partiellement du fait des vacances parlementaires. Une proposition de loi menée donc par les élus de la majorité et non un projet de loi mené par le gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un sujet de moindre importance pour le gouvernement ou pas? Non, ce que je propose, c'est mieux, c'est beaucoup plus large. La loi, c'est un véhicule législatif, c'est un véhicule juridique pour mettre en œuvre un certain nombre de mesures. Moi, je propose quelque chose de beaucoup plus large, qui a été construit avec une méthode originale, participative, dans le cadre du Conseil national de la refondation qu'a lancé le président de la République. On a un Conseil national de la refondation dédié au bien vieillir. Je suis allé pendant presque 6 mois sur le terrain, au contact des professionnels, des personnes âgées, des familles, des élus, construire avec eux cette nouvelle politique publique. Et donc aujourd'hui, il y a cette proposition de loi qui a commencé à être examinée à l'Assemblée nationale il y a 15 jours, qui est la première brique. Qui reviendra du coup à l'Assemblée au Sénat prochainement. Je l'espère, là, d'ici à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin, pour qu'on poursuive, puisque maintenant elle est très attendue. Elle a été beaucoup critiquée au départ et aujourd'hui elle est très attendue. Aussi dans votre camp, notamment par le rapport dans la majorité dans la majorité comme dans l'opposition, mais je pense que chacun a vu. Au passage, c'est quand même une initiative parlementaire. C'est pas la loi du ministre, c'est une proposition de loi qui a été écrite par des parlementaires de la majorité. Et mais qui en attendait peut-être un peu plus. Monique Iborra, notamment la reporter de cette proposition de loi macroniste, qui demandait notamment une réforme du reste à charge sur les placements en EHPAD et puis également un quota minimum de personnel dans ces établissements. Elle n'a pas été entendue a priori à ce niveau-là. Alors cette proposition de loi, elle va être complétée par un plan d'action que je présenterai en juin et puis des travaux qui se poursuivront dans le cadre de l'élaboration des lois de financement de la sécurité sociale pour 2024 cet automne, dans lesquelles on abordera les questions de programmation, de financement, de gouvernance aussi. Ce qui était important, c'est que cette proposition de loi, elle amène des solutions concrètes. Je vous donne des exemples. C'est la création d'un guichet unique sur les territoires qui va permettre aux personnes. Aujourd'hui, c'est le parcours du combattant. Quand vous vieillissez, que vous êtes en perte d'autonomie, vous avez peut-être des parents qui sont en perte d'autonomie, etc. On ne sait pas à qui s'adresser, comment faire, etc. pour accéder à des services, à des financements. Donc l'idée, c'est de créer un guichet unique sur les territoires pour pouvoir accéder à cette information, à ces financements, pouvoir adapter son logement. Il y a des mesures qui concernent les professionnels, par exemple les professionnels du domicile. On va les aider, on va leur offrir une carte professionnelle pour reconnaître leur métier. On va leur permettre de financer aussi des véhicules électriques. Il y a des gros problèmes de mobilité pour ces personnels du domicile. Il y a d'autres choses qui ont été travaillées sur la prévention, par exemple, de la perte d'autonomie, la généralisation de certains programmes qui vont permettre dès le plus jeune âge, d'avoir les bons réflexes pour bien vieillir. On a la chance d'être dans un pays où on vit longtemps, on vit pas forcément en bonne santé. Il y a un vrai enjeu de la prévention de la perte d'autonomie. Je peux vous donner des tas d'exemples. Donc de choses qui sont très concrètes. Solutions concrètes, en tout cas, des mesures concrètes avec cette idée en gros, d'avoir derrière un plan d'action interministériel beaucoup plus ambitieux, on va dire, en termes de budget notamment. Beaucoup plus ambitieux parce qu'en fait il va regrouper des mesures qui sont pas forcément d'ordre législatif. On parlait tout à l'heure d'attractivité des métiers, il y aura un plan d'attractivité des métiers pour le secteur avec des mesures qui sont pas législatives. Voilà, quand on parle de conditions de travail, de prévention de la pénibilité, de salaire, etc. C'est pas législatif. On parle de prévention de la perte d'autonomie. Il y aura un plan par exemple anti-chute. Savoir qu'il y a 10 000 personnes de plus de 65 ans qui meurent chaque année à domicile. C'est la première cause de mortalité à domicile des personnes âgées. On a un plan de lutte contre la dénutrition. C'est toutes les mesures qu'on va aussi imaginer interministérielles d'adaptation de la société, des appartements en passant par les transports, l'aménagement urbain, etc. Enfin, c'est vraiment très large et donc c'est beaucoup mieux qu'un grand projet de loi, puisque là vous aurez, on va dire, un plan avec une vision et une ambition dans toutes ces dimensions. Jean-Christophe Combe, j'en profite au sujet des EHPAD notamment. Est-ce que vous vous réjouissez du vote de la fin des restrictions au droit de visite dans ces établissements? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, quelle que soit la situation sanitaire, on aura le droit de visite garantie, c'est ça? Mieux que ça, j'en ai fait un de mes combats, une de mes priorités. C'est un combat personnel que je conduis depuis que je suis ministre. J'ai été frappé, là aussi, lorsque j'ai été à la
Croix-Rouge, on gère des EHPAD, de voir l'effet en fait de l'isolement, de l'enfermement de certaines personnes dans les établissements, m'a fait dire qu'on avait oublié que c'était tout simplement des lieux de vie dans lesquels il fallait que les droits et libertés des personnes soient respectés. Et donc ce droit de visite va permettre de garantir, quelle que soit la situation, que les personnes elles puissent rester en lien, en contact avec qui elles souhaitent, avec leur famille en particulier. Ça veut dire qu'on s'est trompé pendant le Covid. C'est consacré dans la loi. On tire leçon aujourd'hui de ce qui a été fait et moins bien fait pendant le Covid. C'était une erreur en l'occurrence. Et voilà, je pense que cette question, encore une fois, du respect de la vie privée, familiale des personnes, elle est essentielle. Vous êtes également en charge du handicap. Se tiendra cette semaine la conférence nationale du handicap. Elle sera bien maintenue, effectivement, c'est ça ? Ah bah oui, il n'y a pas question de la repousser. On y a beaucoup travaillé avec l'ensemble des acteurs du secteur en interministérialité. C'est l'occasion pour nous collectivement, sous la présidence du président de la République, de reprendre des engagements pour les 3 années qui viennent en matière d'accès aux droits fondamentaux des personnes en situation de handicap, d'accès à l'école, d'accès à l'emploi, d'accès aux droits et puis d'accessibilité aussi universelle. Avec les Jeux paralympiques qui arrivent à Paris, on sait que c'est très difficile encore quand on est une personne handicapée de se déplacer dans la capitale, et pas que d'ailleurs. Les Jeux Olympiques permettent de mettre en lumière ces questions-là. C'est plutôt heureux. Ça va être un formidable accélérateur d'accessibilité. Alors c'est vrai qu'on se concentre sur les choses négatives, sur le fait qu'on va avoir de grandes difficultés à mettre en accessibilité le métro historique de Paris. En revanche, tout le reste, ça sera accessible. C'est des équipements sportifs accessibles pour permettre à des personnes en situation de handicap demain de continuer à faire du sport. C'est les stations de RER, c'est l'accessibilité de l'hôtellerie, etc. L'occasion effectivement d'avancer sur le sujet. Jean-Christophe Combe, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Bonne journée.